Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma fantastique, ou plutôt de cinéma fantastico-héroïque, mais nous allons l'aborder sous un angle souvent délaissé, celui de la prédiction. Peut-on utiliser un film comme un outil d'analyse du monde? Une œuvre de fiction peut-elle révéler une vérité brute lorsqu'on la confronte à notre actualité? A-t-elle le pouvoir de nous éclairer sur l'avenir, voire de nous donner des réponses sur les drames qui se jouent aujourd'hui? Pour explorer cette idée, je vais mettre en parallèle une saga cinématographique et un sujet d'actualité brûlant, complexe et tragique qui hante notre monde depuis des décennies. La trilogie en question n'est pas considérée comme un chef-d'œuvre absolu. Ce n'est sans doute pas la meilleure œuvre de son auteur, et rares sont ceux qui la placeraient dans leur top 50 personnel. Pourtant, l'intérêt d'un film réside parfois moins dans sa perfection technique que dans sa puissance de révélation. Cette œuvre, c'est Le Hobbit de Peter Jackson. Réalisateur mondialement acclamé pour Le Seigneur des Anneaux ou le bouleversant Créature céleste, Jackson est ici revenu dans l'univers de la Terre du Milieu 15 ans plus tard. On pourrait balayer cette trilogie d'un revers de main en y voyant une simple opération commerciale des studios, mais quand on regarde ces films à travers le prisme de l'actualité, ils changent de nature. Je ne vais pas spéculer sur les intentions cachées de Peter Jackson, je vais prendre le matériau brut, les images, ce qu'elles nous disent malgré elles. Le Hobbit, confronté au réel, devient un arbre qui porte des fruits insoupçonnés. Il s'éloigne du simple divertissement pour devenir plus social que bien des films dits engagés. Car de quoi nous parle-t-on vraiment ici? On nous parle de la peur de l'inconnu, de mondes qui s'effondrent, de quêtes identitaires, mais surtout de territoires volés, de spoliation et de corruption. On y voit des nains abandonnés à leur sort de martyrs parce que les elfes craignent d'affronter la bête. On y parle de la légitimité de se battre pour récupérer sa terre, de vengeance et même de punition collective. Regardez la figure du dragon Smaug. Lorsqu'il est pris au dépourvu, il finit par jouer la victime alors qu'il est l'agresseur originel. Dans son face-à-face avec Bilbon, c'est paradoxalement le monstre qui semble sur la défensive face à une créature minuscule. C'est dans ce renversement des rôles et dans ces thématiques de survie et de reconquête que le Hobbit cesse d'être un conte pour enfants et devient le miroir déformant mais tragiquement fidèle du conflit au Moyen-Orient. Ce qui rend le destin des nains d'Erebor si proche de la tragédie palestinienne, c'est la nature même de leur exil. Lorsque Smaug s'empare de la montagne, le peuple de Thorin ne disparaît pas, il se fragmente. On voit les nains s'installer dans les collines de fer, dans les montagnes bleues, ou errer dans les villages des hommes. Ils deviennent une main-d'œuvre de seconde zone, des forgerons itinérants, des mineurs de fortune. C'est le miroir exact de l'histoire palestinienne. Une majorité de familles expulsées qui s'entassent dans des camps de réfugiés en Jordanie, au Liban ou en Syrie, juste de l'autre côté de la frontière, les yeux rivés sur une terre qu'ils voient, mais qu'ils ne peuvent plus fouler. Pour d'autres, l'exil est plus lointain, vers l'Occident, mais le déracinement reste le même. Dans le film, malgré la distance et les décennies qui passent, les nains refusent de s'assimiler totalement. Ils gardent leur rite, leur langue, le kousdoul, et surtout cette obsession du retour. Comme ces familles en exode qui transmettent à leurs enfants nés au Liban ou en Europe le nom de leur village d'origine en Galilée ou à Haïfa, les nains de Jackson entretiennent une mémoire vivante de la montagne. Ils ne sont pas chez eux ailleurs, ils sont simplement en attente. L'exil n'est pas une fin, c'est un état de siège mental qui finit par justifier à leurs yeux une expédition désespérée pour briser le statu quo. Ce qui rend le parallèle encore plus frappant, c'est le moment de la chute d'Erebor. Les nains sont chassés sous les yeux des elfes. Thranduil regarde le massacre, tourne le dos et s'en va. Ce silence des puissants face à la spoliation d'un peuple est un écho direct au jeu diplomatique actuel, où certains observent des territoires se faire grignoter ou envahir sans intervenir, par peur de réveiller la bête ou de déstabiliser leurs propres intérêts. Les nains deviennent alors des parias, un peuple sans état, condamné à l'errance tant qu'Erebor reste aux mains de l'agresseur. Si les nains incarnent le peuple spolié, le dragon Smaug est la figure absolue de l'occupant. Mais attention, pas n'importe quel occupant. Il incarne celui qui transforme sa puissance de destruction en une forme de droit moral. Le droit du plus fort comme seul titre de propriété. Smaug n'a aucun lien historique avec Erebor. Il n'a pas bâti la montagne, il ne l'a pas cultivée. Il l'a prise parce qu'il le pouvait. C'est l'image même de la colonisation par la force. C'est à moi parce que j'ai la puissance de le garder. Une fois installé, le dragon ne crée rien. Il dort sur une richesse volée, empêchant tout un peuple de bénéficier de ses propres ressources. C'est la paralysie d'un territoire par une force étrangère qui n'a pour projet que de maintenir son contrôle.
C'est dans la rencontre entre Bilbon et Smaug que le film devient presque prophétique. Observez l'attitude du dragon. Malgré sa taille colossale et ses écailles impénétrables, il se comporte comme s'il était la cible d'une agression injustifiée. Lorsque Bilbon entre dans la montagne, qui est, rappelons-le, la maison des nains et non celle du dragon, Smaug réagit avec une paranoïa extrême. Il accuse Bilbon d'être un voleur, un menteur, un comploteur. C'est un mécanisme que l'on retrouve souvent dans le discours des forces d'occupation au Moyen-Orient. L'agresseur originel finit par se présenter comme la victime dès qu'une résistance, aussi petite soit-elle, se manifeste. Le dragon se sent menacé par un hobbit minuscule et un groupe de nains sans armée, et il utilise cette peur pour justifier une violence totale. La suite est encore plus parlante. Parce qu'il a été dérangé dans sa forteresse volée, Smaug décide d'aller brûler Lac-Ville. Il ne s'attaque pas seulement aux guerriers nains, il s'attaque aux civils, aux innocents, aux maisons de bois. C'est la définition même de la représaille asymétrique. Pour punir une intrusion sur un territoire qu'il a lui-même spolié, il rase des populations entières. Dans cette dynamique, la force brute cherche à briser la volonté du peuple en punissant ceux qui n'ont rien fait, tout en clamant qu'il n'a pas eu le choix, car on l'a provoqué. Le dragon ne voit pas sa violence comme un crime, mais comme une défense de son statut de propriétaire autoproclamé. Dans tout conflit d'envergure, il y a ceux qui se battent, ceux qui occupent et ceux qui regardent. Dans le Hobbit, la gestion de la crise d'Erebor par les puissances environnantes est un miroir glaçant de la diplomatie réelle. Le roi des elfes, Thranduil, incarne cette communauté internationale qui observe le drame avec une hauteur méprisante. Lors de l'attaque initiale de Smaug, il arrive avec son armée, voit le massacre des nains et fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas risquer la vie des siens pour une querelle qui ne le regarde pas. C'est le symbole des grandes puissances qui, par peur de déstabiliser leurs propres intérêts ou de s'attaquer à un monstre trop puissant, laissent en moins que des peuples entiers se faire massacrer ou expulser. Ce refus d'assistance n'est pas une neutralité, c'est une complicité passive qui condamne les victimes à l'errance pour les décennies à venir. L'attaque de Smaug sur Lac-Ville n'est pas un simple acte de rage animale, c'est une stratégie de terreur qui rappelle la doctrine de défense de l'entité sioniste. Tout comme Smaug se sent menacé par l'intrusion d'un seul hobbit dans sa montagne, on observe ce même mécanisme où une puissance militaire supérieure justifie des agressions contre ses voisins au nom de sa sécurité. Sous prétexte de neutraliser une menace, l'entité sioniste a multiplié les frappes et les incursions au Liban, en Syrie. Dans le film, Lac-Ville n'est pas l'agresseur, mais elle est coupable d'avoir hébergé ou aidé ceux que le dragon considère comme ses ennemis. C'est exactement l'argument utilisé pour justifier la destruction d'infrastructures civiles chez les voisins. Vous les avez aidés, vous en payez le prix. La désolation de Smaug n'est pas qu'un titre de film, c'est un mode opératoire. Quand le dragon brûle Lac-Ville, il ne cherche pas de précision chirurgicale, il rase tout. Cette image renvoie directement aux punitions collectives infligées aujourd'hui. Que ce soit par des blocus totaux ou des bombardements massifs, l'objectif est le même. Punir la population civile pour les actions d'un groupe de résistants. En attaquant ses voisins et en dévastant des zones de vie, l'agresseur cherche à créer un no man's land, une zone de désolation pour s'assurer que personne n'osera plus jamais contester son occupation de la montagne. Ce que Jackson filme, c'est l'impuissance des flèches de bois face aux écailles d'un monstre de feu. C'est l'image des pierres ou des roquettes artisanales face à une aviation de pointe. En montrant Lac-Ville en cendres, le film révèle une vérité sombre de notre actualité. Quand une puissance coloniale ou occupante se sent offensée, elle s'autorise à exporter la mort bien au-delà de ses frontières, transformant toute la région en un champ de ruines sous couvert de légitime défense. Enfin, il y a cette thématique du nécromancien, Sauron, qui revient dans la trilogie. Un mal profond, invisible, qui profite du chaos d'Erebor pour s'installer. Dans notre réalité, les conflits non résolus et les spoliations de terres créent un terreau fertile pour des forces encore plus radicales et sombres. En laissant pourrir la situation des nains et en ignorant l'occupation de la montagne, les puissances de la terre du milieu ont permis à un mal bien plus vaste de renaître.
C'est un avertissement politique majeur. L'indifférence face à une injustice locale finit toujours par engendrer une menace globale. Pour conclure, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne sommes pas dans l'après-conflit. Nous sommes encore en plein cœur de la désolation de Smaug. Tout comme le dragon, une fois réveillé, ne s'arrête pas de brûler tant qu'il n'a pas tout réduit en cendres, le sionisme poursuit avec une rage destructrice la spoliation et l'effacement du peuple palestinien. La fiction de Peter Jackson nous montre que l'occupant, lorsqu'il se sent démasqué ou contesté, ne cherche plus à justifier ses actes par la morale ou le droit. Il bascule dans la destruction pure. Mais c'est précisément dans ce basculement que l'agresseur signe sa perte. En choisissant la violence totale, il commet une erreur stratégique fatale. Il se dévoile. Pour Smaug, c'est en s'envolant avec fureur pour brûler Lackville qu'il expose son poitrail, révélant enfin à tous cette écaille manquante qu'il cachait si jalousement dans l'obscurité de sa grotte. Il y a là une leçon universelle. Quand une entité, qu'elle soit physique, politique ou idéologique, abandonne toute retenue pour ne plus viser que l'anéantissement de l'autre, elle finit par s'autodétruire. En voulant tout brûler autour de lui, le sionisme expose sa propre fin. Il perd le soutien de l'opinion, il épuise ses propres ressources, et surtout, il montre au monde entier que sa puissance n'est qu'une armure de façade qui cache une peur immense et un vide moral total. Revenons à la question de notre introduction. Le cinéma fantastique a-t-il un pouvoir de prédiction? La fin de Smaug nous répond par l'affirmative. Ce monstre que l'on croyait invincible s'effondre à cause d'une simple flèche. Ce point faible, c'est la vérité qui finit par percer l'armure. Toute puissance coloniale qui bascule dans la rage finit par offrir une prise à la justice. La flèche qui abat le dragon n'est pas forcément de fer. Elle est faite d'indignation mondiale et du refus collectif de la barbarie. Le Hobbit nous enseigne que le mal, en se croyant tout-puissant lors de son déchaînement final, ne fait en réalité que préparer le terrain de sa propre chute. La question n'est plus de savoir si la montagne sera libérée, mais quand la vérité atteindra enfin ce point faible exposé par la rage de l'occupant. Cependant, le cinéma de Tolkien et de Jackson nous adresse une mise en garde finale, plus sombre et plus profonde. La disparition du dragon n'arrête pas la guerre. La mort de Smaug ne ramène pas la paix instantanée. Au contraire, elle ouvre la voie à la bataille des 5 armées. Pourquoi? Parce que le mal représenté par Sauron est toujours présent, invisible, tapi dans l'ombre. Il a déjà corrompu les cœurs par l'appât de l'or et la soif de pouvoir. C'est là le miroir de notre réalité. L'effondrement de l'entité sioniste ou de toute autre structure coloniale ne suffira pas à éradiquer l'injustice si le mal invisible, cette volonté de dominer, de spolier et de corrompre, n'est pas combattu à la racine. Le colonialisme est un virus qui survit à ses hôtes. Si une entité tombe, d'autres, poussés par les mêmes bas instincts de prédation, voudront prendre sa place pour coloniser à leur tour. Le Hobbit nous enseigne que la victoire sur l'oppresseur n'est que le début d'un autre combat, celui contre la corruption de notre propre camp. La montagne libérée attire toutes les convoitises. La bataille des 5 armées nous rappelle que tant que le système de pensée qui permet l'oppression existe, la paix reste fragile. Le Hobbit ne nous prédit pas seulement la chute des tyrans, il nous prédit l'exigence d'une vigilance éternelle. La flèche qui abat le dragon doit être suivie d'une sagesse qui refuse de reconstruire de nouveaux murs, car au final, la véritable libération n'est pas seulement de récupérer sa terre, mais de s'assurer que plus jamais personne ne pourra s'asseoir sur un trésor volé en se prétendant le maître du monde.